Pendant des décennies, Sandy Shaw a semblé tout faire avec facilité. La princesse pop aux pieds nus. La jeune fille qui souriait, chantait et s'éloignait avant que quiconque ne puisse voir le prix à payer. Mais derrière les tubes, derrière la couronne de l'Eurovision, derrière le silence, se cachait une vie façonnée par la peur, la pression et des décisions prises trop jeunes pour en mesurer le poids. À 78 ans, Sandy Shaw ne protège plus le récit. Et ce qu'elle finit par admettre confirme ce que beaucoup soupçonnaient en silence depuis longtemps. La jeune fille qui a appris à se taire. Sandy Shaw n'était encore qu'une adolescente lorsque la célébrité est arrivée plus vite que la compréhension. À 17 ans, sa voix était partout, son visage constamment à la télévision, sa présence soigneusement façonnée pour un public qui ne lui demandait jamais comment elle allait. Le succès était assorti de règles, et la plus importante était le silence. Dans l'industrie britannique de la musique et de la télévision des années 60, certains hommes s'approchaient trop près, s'attardaient trop longtemps et savaient exactement le pouvoir qu'ils détenaient. Shaw décrira plus tard cette époque comme un temps où les prédateurs agissaient à visage découvert, protégés par la réputation et la peur. Lorsque des avances non désirées se produisaient, elle ne protestait pas publiquement. On lui avait dit de ne pas le faire. Sa manageuse lui avait clairement fait comprendre que se plaindre lui coûterait du travail. Rester employée signifiait rester silencieuse. La protection, lorsqu'elle existait, se faisait en privé, jamais par la justice. On veillait à ce qu'elle ne soit jamais laissée seule dans les studios avec certains hommes, jamais isolée, jamais vulnérable. Mais le système lui-même n'était jamais remis en question. À l'époque, cela était présenté comme normal, nécessaire. Le prix à payer pour rester visible. Shaw a toujours pris soin de ne pas transformer son passé en accusation. Elle n'a jamais cité de nom, refusant de participer à ce qu'elle appelle une chasse aux sorcières. Mais elle a toujours soutenu sans ambiguïté celles et ceux qui, plus tard, ont osé dénoncer les abus des mêmes décennies. Sa position est simple. Les personnes concernées méritent d'être entendues. Le silence qui a protégé des carrières a détruit des vies. Avec le recul, Shaw décrit cette industrie comme tout sauf aseptisée. L'autorité n'était jamais remise en cause. Les limites étaient mal considérées comme négociables. Et les jeunes artistes comprenaient très vite que leur malaise comptait moins que le maintien des apparences. Dans des interviews ultérieures, elle a expliqué que le bonheur modifie la manière dont on perçoit le passé. Non pas que les blessures disparaissent, mais la survie en change le sens. Elle est restée, elle a travaillé, elle a enduré. Et pendant très longtemps, elle n'a rien dit. Ce schéma, encaisser, endurer, avancer, allait définir bien plus que ses débuts dans la célébrité. La victoire qui lui a ôté le contrôle. Au moment où l'Eurovision est entrée dans la vie de Sandy Shaw, sa confiance était déjà fragile. Les ventes de disques diminuaient, son manager cherchait une nouvelle direction et Shaw elle-même se sentait de plus en plus éloignée de l'image joyeuse associée à son nom. Lorsque la BBC lui a proposé de représenter le Royaume-Uni, cela n'a pas été présenté comme un honneur, mais comme une solution. Un moyen de relancer l'élan. Une façon de rester pertinente. Shaw a hésité. Elle pensait que le concours pouvait nuire à sa crédibilité et la réduire à quelque chose de léger, de jetable. Son instinct lui disait non. La machine autour d'elle lui disait le contraire. Pour choisir la chanson, on lui a demandé d'en interpréter plusieurs à la télévision et de laisser le public décider. Le résultat a été immédiat et sans appel. La chanson qu'elle aimait le moins, celle qu'elle estimait représenter le moins son travail artistique, l'a emportée haut la main. Elle l'a chantée malgré ses réserves, et l'issue fut indiscutable. La victoire a été écrasante, les applaudissements ont été mondiaux, la couronne permanente. Mais ce succès a eu un prix. Du jour au lendemain, cette chanson a éclipsé tout ce qu'elle avait fait auparavant. Elle est devenue une étiquette dont elle ne pouvait plus se défaire. L'industrie célébrait. Le public l'adorait. Pourtant, Shaw se sentait de plus en plus enfermée dans un récit qu'elle n'avait pas écrit. Elle avait gagné, mais elle avait aussi perdu le contrôle.
La chanson la définissait d'une manière dont elle ne pouvait s'échapper, et toute tentative d'aller au-delà était discrètement découragée. Pourquoi abandonner ce qui fonctionnait? En coulisses, cette victoire a failli anéantir sa carrière. La BBC a envisagé de l'écarter du concours en raison de son rôle de l'autre femme dans une affaire de divorce. Un jugement moral et non le talent a presque effacé sa place. Elle n'a été épargnée que parce que la machine avait besoin d'elle. Le message était clair. Sa valeur était conditionnelle. La chanson s'est vendue à des millions d'exemplaires, devenant l'un des singles les plus populaires jamais associés au concours. Les classements internationaux ont suivi, les disques d'or aussi. Mais pour Shaw, ce succès avait un goût creux. Elle était devenue le symbole de quelque chose en quoi elle ne croyait pas. Son nom était désormais lié à un moment qu'elle n'avait jamais totalement assumé. Cette tension s'est accentuée à mesure que les attentes se resserraient. L'industrie l'a poussée vers le cabaret, vers la répétition, vers l'interprétation d'une version d'elle-même figée dans le temps. Les contrats de mode ont suivi. La télévision a suivi. Mais l'espace créatif s'est réduit. Elle a commencé à comprendre que gagner ne garantissait pas la liberté. Parfois, cela l'enlève. Des années plus tard, Shaw admettra ouvertement qu'elle a longtemps ressenti du ressentiment face à la manière dont ce moment l'a défini. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait réussi de façon trop écrasante. Les applaudissements étaient assourdissants. Sa voix intérieure, non. Et lentement, discrètement, elle a commencé à se préparer à une vie au-delà de la scène, une vie qui ne lui demandait plus ce qu'elle voulait ensuite. S'éloigner sans applaudissements. Quitter la musique pop ne fut pas une sortie spectaculaire. Il n'y eut ni tournée d'adieu, ni révérence finale, ni adieu soigneusement mis en scène. Lorsque Sandie Shaw s'est retirée au début des années 70, cela s'est fait dans le silence, presque invisiblement. Son contrat a pris fin. Les projecteurs se sont déplacés ailleurs. Et pour la première fois depuis l'adolescence, plus personne ne lui disait où se placer ni quoi chanter. Pour l'industrie, elle disparaissait. Pour Shaw, elle respirait enfin. Elle s'est mise à écrire des chansons, non pour les classements, mais pour elle-même. Elle a exploré le théâtre, acceptant des rôles de scène exigeants qui demandaient de la discipline plutôt que du charme. Elle a travaillé sur une comédie musicale rock. Elle est apparue dans des formats télévisés traditionnels sans lien avec la culture jeune ou l'image. Puis elle a fait quelque chose qui a dérouté presque tous ceux qui se souvenaient de sa célébrité. Elle a pris un emploi de serveuse dans le centre de Londres, sans déguisement, sans explication, simplement du travail. Ce n'était pas une chute de prestige. C'était un refus de l'idée selon laquelle sa valeur dépendait du regard des autres. Shaw dira plus tard qu'elle avait choisi cette vie délibérément. La célébrité avait pris trop de place, trop tôt, et elle avait besoin de savoir qui elle était sans elle. Durant cette période, elle a adopté le bouddhisme de la Soka Gakkai, une décision qui a transformé sa compréhension de la souffrance, de la responsabilité et du sens. Cette philosophie n'a pas effacé le passé, mais elle lui a donné une structure. Le sens a remplacé le ressentiment. Son retour à la musique, des années plus tard, fut prudent et sélectif. Il ne venait pas de la nostalgie, mais du lien. Des collaborations avec de jeunes artistes qui respectaient sincèrement son travail lui ont rappelé que sa voix comptait encore, mais uniquement selon ses propres conditions. Elle a refusé de courir après la pertinence. Elle a refusé de se répéter à l'infini. Lorsqu'elle se produisait, c'était par choix, non par obligation. Dans le même temps, Shaw est devenue de plus en plus franche sur les réalités auxquelles les musiciens sont confrontés. Elle a critiqué une industrie qui privilégiait les artistes fabriqués et les récits contrôlés. Elle a parlé ouvertement du fait que l'argent, plus que le talent, décidait souvent de ceux qui survivaient. Ses propos n'étaient pas toujours parfaitement formulés, et, lorsqu'ils ont blessé, elle s'est excusée publiquement et sincèrement. Ce qui comptait pour elle n'était pas d'avoir raison, mais d'être honnête. Cette période de sa vie a révélé quelque chose d'essentiel. Shaw ne fuyait pas la musique, elle courait vers l'autonomie.
Elle comprenait que la créativité ne se limitait pas à un seul médium. La performance pouvait exister dans la conversation, dans la thérapie, dans la présence. Et peu à peu, une autre identité a commencé à se dessiner. Une identité non définie par les applaudissements, mais par l'écoute. Au moment où elle a compris que chanter n'était plus son seul moyen d'expression, elle se préparait déjà au rôle qui allait définir la seconde moitié de sa vie. Un rôle où la guérison comptait plus que les succès et où le silence enfin lui appartenait. Le moment où le corps a refusé de continuer. Le tournant ne s'est pas produit sur scène. Il est survenu sur une route du sud-ouest de la France, sans avertissement, sans préparation, sans contrôle. Sandy Shaw se faisait conduire par son mari, le docteur Tony Bedford, lorsqu'un autre véhicule a percuté leur voiture. La suite s'est déroulée par fragments. L'impact, le tonneau, la sensation de chute lorsque sa ceinture de sécurité s'est détachée. Elle a été projetée à l'intérieur du véhicule, incapable de s'en extraire, allant et venant entre conscience et inconscience, tandis que tout devenait noir. Bedford a cru qu'elle était morte. Sa tête s'était ouverte. Le sang recouvrait son visage et coulait si abondamment qu'elle pouvait à peine respirer. Elle se souviendra plus tard avoir pensé, avec une étrange lucidité, qu'elle n'était pas censée mourir à ce moment-là, qu'il y avait encore des choses qu'elle n'avait pas faites, des mots qu'elle n'avait pas dits. Lorsque les secours sont arrivés, il faisait déjà nuit. Les sirènes ont traversé la confusion. À l'hôpital, un chirurgien lui a annoncé qu'il allait devoir lui recoudre la tête. Il chantait en travaillant. Elle le suppliait d'être prudent. Les blessures étaient graves. Son cuir chevelu et son visage avaient été déchirés. Son épaule était cassée. Son corps était couvert d'échymoses d'un violet et d'un bleu profond. Une longue cicatrice allait demeurer, partant de la racine des cheveux, traversant le front et descendant jusqu'aux sourcils. Les médecins ont confirmé que son cerveau était intact, mais la convalescence a été longue et douloureuse. Elle a refusé toute chirurgie reconstructrice. La douleur était déjà plus que suffisante. La cicatrice est restée. Cette cicatrice est devenue plus que physique. Lors d'une longue tournée avec Jools Holland peu avant l'accident, Shaw avait déjà commencé à tout remettre en question. Soir après soir, elle chantait les chansons du sommet de sa gloire, souriant à travers des routines qui ne lui apportaient plus aucune joie. Elle répétait qu'elle ne savait plus quoi faire. Le conseil de Holland fut simple et d'une honnêteté dévastatrice, faire ce qui la rend heureuse. Les tournées ne le faisaient pas. Après l'accident, la question ne pouvait plus être repoussée. Shaw a dressé une liste. En tête ne figurait ni la musique, ni l'héritage, ni la pertinence. C'était le temps. Le temps avec les personnes qu'elle aimait. Le temps sans obligation. Le temps sans faire semblant. Elle est rentrée à Londres. Elle a laissé ses enfants s'occuper d'elle, chose qu'elle s'était rarement autorisée auparavant. L'indépendance, autrefois son armure, a finalement été déposée. Elle a annoncé sa retraite discrètement, comme un adieu plutôt que comme une déclaration. Une compilation de ses plus grands succès est sortie non pas comme une célébration, mais comme une clôture. Il n'y avait là aucune amertume, seulement de l'acceptation. Elle n'avait plus besoin de l'argent des tournées. Elle n'avait plus besoin de prouver qu'elle pouvait tenir. Le corps avait délivré un message que l'esprit ne pouvait plus ignorer. Chanter n'était plus le centre de sa vie, et pour la première fois, elle l'a admis ouvertement. L'accident n'a pas mis fin à sa créativité. Il a mis fin à l'obligation de jouer un bonheur qu'elle ne ressentait plus, ce qu'elle s'est enfin autorisée à dire. Après l'accident, Sandy Shaw a fait quelque chose qu'elle faisait rarement en public auparavant. Elle a cessé de protéger l'illusion. Pendant des années, elle avait formulé ses choix avec prudence, évitant tout langage qui puisse évoquer le regret ou la déception. Mais avec le temps, ses mots sont devenus plus clairs. Chanter ses anciennes chansons, a-t-elle admis, ne la rendait plus heureuse.
Cette vérité était en elle depuis des années, silencieuse. L'accident n'a fait que supprimer la dernière excuse pour l'ignorer. Cet aveu n'était pas teinté d'amertume. Shaw ne s'est jamais décrite comme une victime de son propre succès. Elle parlait plutôt avec le calme de quelqu'un qui se comprenait enfin. Elle expliquait que la créativité avait toujours compté davantage que la performance. Écrire, enregistrer, réfléchir, écouter, voilà ce qui la maintenait en vie. Répéter les mêmes chansons soir après soir lui donnait l'impression d'être figée dans une version d'elle-même qui n'existait plus. Le public voulait des souvenirs. Elle avait besoin de mouvement. Son honnêteté dépassait la musique. Elle parlait ouvertement de la façon dont le passé se transforme lorsque le bonheur arrive plus tard dans la vie. Des expériences autrefois uniquement douloureuses prenaient un autre sens, une fois qu'elle n'y était plus enfermée. Cela valait particulièrement pour le silence qu'elle avait gardé lorsqu'elle était jeune dans l'industrie. Elle ne l'excusait pas. Elle le contextualisait. La peur, le déséquilibre des pouvoirs et la survie avaient dicté ses choix. Ce qui comptait désormais, c'était de reconnaître cette vérité sans la laisser la définir. Shaw est aussi revenue sur ses angles morts, politiques et moraux. Elle a admis que, durant ses premières années de tournée, elle ne comprenait pas pleinement les régimes pour lesquels elle se produisait, ni les systèmes qu'elle alimentait. Chanter pour ceux qui détenaient le pouvoir lui avait semblé faire partie du métier. Avec le recul, elle a mesuré le prix de cette naïveté. Elle s'est exprimée plus tard quand elle le pouvait, soutenant des campagnes pour les droits humains et dénonçant des abus qu'elle aurait autrefois ignorés. Grandir, suggérait-elle, ne signifie pas effacer le passé, mais l'affronter honnêtement. La retraite, en fin de compte, n'a pas été une fin. Lorsque le producteur Neil Davidge l'a contactée avec de nouveaux morceaux, Shaw a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, une curiosité sans pression. Elle est revenue à la musique lentement, délibérément, sans tourner, sans attente. Cette fois-ci, elle ne reprenait pas un rôle. Elle choisissait un espace. Ce qu'elle a finalement admis était simple, mais difficile à dire après toute une vie d'applaudissements. La célébrité lui avait tout donné, sauf la paix. Et la paix, une fois trouvée, comptait davantage que d'être correctement mémorisée. Elle n'avait plus besoin de se justifier devant un public figé dans une autre décennie. Elle avait gagné le droit de changer. À 78 ans, Shaw n'a révélé ni scandale ni secret. Elle a révélé quelque chose de plus discret et plus troublant, que le succès peut être réel et pourtant ne pas vous convenir, que l'endurance n'est pas la même chose que l'épanouissement, et que partir est parfois la forme la plus courageuse de l'honnêteté, la vie qu'elle a choisi de préserver. Dans les années qui ont suivi son retrait des tournées, Sandie Shaw n'a pas disparu. Elle a simplement cessé de transformer la douleur en divertissement. Bien avant que sa retraite ne devienne publique, elle se préparait déjà à une autre vie, étudiant la psychothérapie, obtenant ses qualifications et ouvrant une clinique dédiée aux personnes des industries créatives qui luttaient en silence comme elle l'avait fait autrefois. Ce travail n'était pas symbolique. Il était concret. Écouter. Supporter l'inconfort. Aider les autres à démêler des identités construites trop tôt, trop publiquement. Elle a mené des batailles juridiques pour reprendre la propriété de ses enregistrements, refusant que sa voix reste sous le contrôle d'autrui. Obtenir ses droits n'était pas une question de profit. C'était une question d'autonomie. Pour la première fois depuis l'adolescence, son travail lui appartenait. Elle choisissait quand il devait être entendu, comment il devait être présenté et même s'il devait exister ou non. Ce contrôle comptait plus que la reconnaissance. Shaw a également réévalué son passé publiquement, mais sans mise en scène. Elle a parlé du harcèlement dans l'industrie, soutenant les survivantes et survivants tout en refusant de sensationnaliser ses propres expériences. Elle a reconnu ses erreurs, notamment des propos maladroitement formulés sur la classe sociale et l'accès à la musique, et s'est excusée sans se montrer sur la défensive.
Ce qui comptait pour elle n'était pas de gagner des débats, mais de rester fidèle à ses valeurs. Elle a clairement affirmé que le talent n'appartient pas à un seul milieu, et que les opportunités non plus. Avec le temps, son regard sur la célébrité s'est adouci. Elle a admis avoir été autrefois politiquement naïve durant ses tournées, chantant là où on le lui demandait, pour ceux qui étaient aux commandes. Plus tard, lorsqu'elle a mieux compris, elle a pris la parole, soutenant des causes liées aux droits humains et critiquant des systèmes qu'elle avait autrefois acceptés comme normaux. Le changement n'est pas venu d'un coup. Il est venu par la réflexion. Lorsque les distinctions sont arrivées plus tard dans sa vie, elles n'ont pas modifié sa trajectoire. La reconnaissance a été reçue, reconnue, puis mise de côté. À ce stade, elle ne recherchait plus la validation. Son bonheur provenait de certitudes plus modestes et plus silencieuses. La famille, un travail porteur de sens, une créativité sans pression. La cicatrice sur son front est restée, souvent dissimulée par ses cheveux, mais jamais effacée. Elle lui rappelait le moment où elle avait choisi de cesser d'endurer pour commencer à décider. Ce que Sandy Shaw a finalement admis n'était pas choquant, mais inconfortable. Qu'une grande partie de son succès s'était construite dans le silence. Que l'endurance avait été confondue avec la force. Que les applaudissements peuvent enfermer aussi efficacement que l'échec. Et que la période la plus heureuse de sa vie n'a commencé qu'au moment où elle s'est autorisée à s'éloigner de la version d'elle-même que le monde aimait le plus. Elle n'a pas rejeté son passé, elle l'a réinterprété. Et ce faisant, elle a conservé l'essentiel et laissé le reste s'éloigner. Alors, après tout ce que Sandy Shaw a traversé, pensez-vous que s'éloigner a été une perte pour la musique ou une victoire pour sa vie? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous appréciez les histoires qui vont au-delà de la célébrité, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.